Bienvenue dans Tête, Cœur, Corps, les voix de l'énéagramme, le podcast dans lequel on parle donc énéagramme, notre ressource privilégiée pour soutenir les individus et les organisations qui souhaitent cultiver des relations saines et fécondes. Nous sommes Anne-Claire Lesbridge et Louis Paulet, coach, formateur et spécialiste de l'énéagramme. Alors ce podcast, on le fait aussi pour être en lien avec vous. Alors si vous avez des questions, des réactions ou un besoin d'accompagnement, on serait ravis d'échanger avec vous. Vous trouverez nos coordonnées dans le descriptif et on a hâte de vous lire. Et avec ça, on vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au profil 3. Alors un grand merci à nos 6 panélistes que je vais laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, votre âge, votre lieu de vie et votre activité principale ? Sandrine, j'ai 56 ans, je suis domiciliée en Île-de-France, en région parisienne, et j'ai pour activité principale le recrutement à ce stade. Je travaille dans la chasse de tête. Charlène, 33 ans, donc je suis aussi francilienne et formatrice et coach. David, j'aurai 31 ans demain et je suis aussi francilien et je suis conseiller en investissement pour les produits à impact. Marie-Emeline, 38 ans, parisienne. J'ai comme activité principale d'être coach professionnel. Nicolas, 48 ans, je vis à Paris et je suis depuis 20 ans dans les systèmes d'information pour les directions financières. Et j'étais dirigeant pendant un certain nombre d'années et maintenant salarié. Camille, 34 ans, je suis domiciliée à La Rochelle, anciennement collaboratrice éditoriale et enseignante de français langue étrangère, et je suis en cours de reconversion en tant que coach dans les transitions de vie individuelle et collective. Super, bienvenue à vous 6, on est ravis de vous avoir, merci de nous prêter vos témoignages. Quelques petits mots pour nos auditeurs et nos auditrices qui pour la plupart ne connaissent pas encore votre type, votre base, pour la remettre dans son contexte. On l'a dit pendant les épisodes passés, je le répète aujourd'hui, une des notions clés dans le modèle de l'énéagramme, c'est cette notion que nous avons 3 centres d'intelligence, qu'on appelle communément tête, cœur, corps, qui font référence à l'intelligence mentale, analytique, l'intelligence du centre cœur, émotionnel, relationnel, et le centre corps, qu'on appellera aussi centre trip ou centre instinctif. Ces 3 centres d'intelligence, ils sont vivants chez tout le monde, sans distinction. Néanmoins, selon notre base, selon celui des 9 types de l'énéagramme auxquels on se rattache, il y a un de ces centres d'intelligence qui va influencer notre manière de percevoir le monde, notre façon d'y prendre notre place. Et pendant cette première saison, ces 3 centres d'intelligence sont notre fil rouge, qui va nous permettre de relier les 9 bases que vous êtes en train de découvrir avec nous. Nous avons abordé la dernière fois le type 2, en débutant donc cette exploration du centre cœur que nous poursuivons aujourd'hui avec le type 3. Quelques généralités pour rappel sur ce centre cœur, qu'on appelle aussi centre émotionnel. Ce centre cœur, c'est avant tout celui de la relation. L'enjeu majeur, c'est celui de tisser du lien. C'est aussi le centre de l'identité, parce que c'est là que je vis la sensation d'être véritablement moi-même. Et quand ça fait défaut, c'est là que on peut être pris de doute sur qui nous sommes, sur notre valeur en tant que personne. C'est là qu'on va aller chercher de la validation, de l'approbation dans le regard des autres. Et puis, ce centre cœur, c'est bien évidemment celui où nous entrons en relation avec le monde par le biais de nos émotions. Les types qui sont en centre cœur, 2, 3, 4, ont en commun une acuité de perception des émotions des autres qui est toute particulière. On a vu notamment que chaque centre d'intelligence entretient une relation particulière avec une émotion. C'était la colère en centre trip. Ici, en centre cœur, les émotions structurantes sont plutôt le sentiment de deuil, de honte ou de tristesse. Ces émotions, en fait, c'est le fruit d'une perte de contact avec soi-même et du fait d'avoir dû développer une image de soi qui est inauthentique pour être aimé. Et la relation avec ces émotions, vous allez le voir, elle est plus ou moins consciente selon les 3 types du centre cœur. On pourrait résumer la question qui anime le centre cœur de la façon suivante. Comment est-ce que la relation me permet de savoir qui je suis, de valider que j'ai de la valeur et de me sentir en lien? Et au fond, comment est-ce que je peux faire pour me rendre aimable à la fois pour moi-même et pour les autres? Chacun des 3 types rattachés au centre cœur va développer une stratégie spécifique pour répondre à cette question commune. Vous découvrirez pendant le prochain épisode qu'en 4,
on cherche de la validation avant tout à l'intérieur. Les 4 développent une personnalité qui est singulière, qui est profonde, sensible, et donc digne de valeur parce que ça les rend différents et mystérieux. Les 2, à qui on a rendu visite à l'épisode passé, cherchent avant tout la validation à l'extérieur, chez les autres. C'est-à-dire qu'ils visent à être perçus comme des personnes attentives, disponibles, serviables, et en définitive, dignes de valeur parce que on les perçoit comme des personnes qui sont généreuses, qui comblent les désirs des autres sans rien attendre en retour. Et enfin, en 3, et c'est notre sujet du jour, il y a une recherche de la validation à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que les 3 recherchent de la validation à la fois en eux-mêmes et chez les autres. Ils s'efforcent de devenir des personnes efficaces, qui réussissent, et qui sont dignes de valeur parce qu'elles accomplissent des choses qui suscitent l'approbation, voire l'admiration, à la fois chez les autres et pour eux-mêmes. Cette approbation pour ce qu'ils font vient souvent se substituer à l'amour pour ce qu'ils sont. Et en somme, en 3, je suis ce que je fais et donc je vaux ce que je fais. Tout ça, ça nous amène à la motivation fondamentale qui est structurante dans la définition du type et qui, pour le type 3, est le fait de créer une image valorisante et admirable de personnes compétentes qui réussissent. Quelques éléments comportementaux, quelques éléments sur la stratégie observable que vous pourriez constater chez des personnes de type 3 de votre entourage. Les personnes qui se retrouvent en type 3 savent naturellement identifier ce qui va être valorisé par les autres. C'est comme s'ils savaient intuitivement répondre à la question « Qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse pour être valorisé, pour être admiré ?» Ensuite, ils ont une expertise très marquée des plans d'action, de l'efficacité, de l'atteinte de l'objectif. Ils ont cette capacité à identifier tous les facteurs de friction pour les écarter et atteindre la ligne d'arrivée au plus vite en empruntant le chemin le plus direct. Maintenant, les 3 ont aussi une relation ambivalente à leurs émotions et au relationnel avec leur entourage. C'est-à-dire que les émotions, comme le relationnel, peuvent avoir tendance à être reléguées au second plan lorsque les personnes en 3 sont en plein sprint vers un objectif. Enfin, il y a en 3 une très grande capacité à gérer l'image qui est renvoyée aux autres. C'est-à-dire que les personnes en 3 ont cette maîtrise, cette expertise de savoir s'adapter, de savoir ajuster leur posture, leur discours, adapter leur apparence, tout cela pour coller à l'image qui va leur permettre d'arriver à leur fin. Ce qui peut créer une tension avec l'authenticité, puisque les 3 s'identifient tellement fortement aux objectifs valorisants qu'ils sont en train de viser, que ça peut les mener à perdre contact avec ce qu'ils sont, au-delà de ce qu'ils font. J'en reste là pour la théorie et je vais passer la parole à nos 6 panélistes qui sauront mieux que personne vous parler de ce que ça fait d'être en 3, ce à quoi ça ressemble. Merci Louis. On va démarrer avec une première question assez générale et assez simple finalement, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés dans cette base ? Est-ce que ça a été facile, évident ? Est-ce qu'il y a eu des hésitations ? En réalité, pendant très très longtemps, aussi loin que je me souvienne, on m'a catalogué comme quelqu'un d'ambitieux, ce qui me paraissait extraordinaire parce que je n'ai pas du tout l'intention, enfin j'avais vraiment pas le sentiment d'être ambitieuse. J'avais l'impression simplement d'avancer et de faire ce que j'avais à faire et pas pour autant d'aller chercher une quête d'un rôle, d'un poste, de quoi que ce soit. Ça venait assez naturellement par cette force qui me conduisait à vouloir toujours faire plus et rendre davantage de ce que je devais rendre dans mes livrables. Voilà. Quand on m'avait présenté le profil, on m'avait dit 2 choses auxquelles j'ai beaucoup réagi. C'est souvent les 3 se retrouvent à se questionner sur l'énéagramme après un burn-out. Bon, moi, je sortais d'un burn-out justement, je me suis dit tiens, premier élément. Et le deuxième élément, il y a aussi le rapport aux émotions qui m'a pas mal parlé. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très 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 sensible. Et pour autant, quand je le dis à des personnes qui ne me connaissent pas, elles ont toujours l'air étonnées. Et c'est ça que je trouve assez drôle dans mon profil et moi dans ma manière d'être, c'est que par exemple moi je pleure souvent quand on me raconte une histoire, je pleure devant des films, je peux pleurer devant des publicités, etc. Et en même temps dans mon travail, je suis extrêmement efficace. Moi je me considère plutôt comme une sorte de bourrine. Le mot est pas du tout beau, mais c'est comme ça que je me vois. Et dès que je me suis fixé un objectif, tout va à fond. Et en effet, comme tu le disais Louis, les émotions dans ce cas-là sont souvent pour moi mises de côté. Je les ressens pas en fait. Et bon, depuis je travaille sur moi, donc je commence à les ressentir, mais en tout cas pour moi c'est vraiment ces 2 points-là qui font que je me suis reconnue en 3. Pour compléter le propos de Sandrine, parler d'ambition, moi il y a quelque chose qui m'a toujours
traversé, j'ai envie de dire, depuis ma plus tendre enfance, c'est la peur d'échouer. La peur de l'échec, et j'ai rêvé jusqu'à 40 ans, et même encore, que j'ai pas fait mes devoirs et que je vais me planter à l'examen. Ça m'arrive encore. Et juste pour terminer, la peur de l'échec aussi dans les relations amoureuses. J'ai toujours pensé que je trouverais jamais de concubine ou de femme, et ça m'a longtemps hanté. Voilà, donc c'était aussi présent dans mes rêves. Alors moi, quand on m'a fait travailler sur l'énéagramme, j'ai d'abord été en rejet total du type 3. Et ce qui m'a fait réaliser que c'était bien mon type, la première chose, parce qu'après, il y a eu plein de cascades, mais la première chose, c'est la blessure d'enfance, où là, je me suis dit, en effet, je me reconnais, avec tout ce truc autour de tu es valorisé pour le résultat. Et là, je me suis dit, ah oui, c'était moi et c'est encore moi. Et après, dans mon quotidien professionnel, je me reconnais pas mal dans ce que Charlène disait. Moi, j'ai une vision de moi de bulldozer. C'est-à-dire, une fois que je suis lancée, rien ne m'arrête. Et en effet, surtout pas les émotions. Pareil, je travaille dessus. Effectivement, moi, de la même manière, quand j'ai découvert mon type énéagramme, c'était plus par le biais d'un accompagnement coaching. Et j'ai détesté la lecture de ce type. Pour comprendre un petit peu plus mon type énéagramme, j'ai dû questionner ma famille avant de participer à un stage auquel je m'étais inscrite. Et ma famille m'avait en fait donné quelques qualificatifs comme déterminée, sportive, fonceuse, courageuse. Je m'étais pas du tout reconnue dans ça. Ça m'a un peu choquée de me dire, en fait, oui, effectivement, ils ont raison. Dans la vie, je suis quelqu'un qui va vraiment me brûler les ailes dans tout ce que je fais. Et j'avais jamais mis de mots ni de conscience là-dessus. Et je l'ai surtout reconnu dans le sport parce qu'en fait, je me suis toujours mise une pression de dingue pour être la meilleure dans ce que je faisais. Et effectivement, quand on parle de profil 3, on va souvent tendance à l'associer avec une médaille, par exemple, ou une coupe. Et moi, je me suis toujours vue à rafler des podiums dans tout ce que je faisais et à vivre mal. Alors, pas tellement l'échec, si je suis pas première à une course, c'est pas très grave, mais c'est surtout la honte de pas avoir fait le mieux que je pouvais. Et donc ça, j'arrivais pas à conscientiser pourquoi ça me faisait mal. Et donc à travers l'énéagramme, j'ai compris en fait que l'échec pouvait être vécu comme quelque chose d'impactant pour moi, ce qui m'a permis de comprendre que j'appartenais à cette base-là. Moi, j'avais rejeté aussi le type 3. Je pensais que j'étais un type 4. J'étais tellement caméléon que j'avais du mal à reconnaître mon type. Je crois que j'hésitais entre deux types, mais pas celui-là, quoi. Et une fois que j'ai pris conscience que j'étais 3, c'est vrai que j'ai quelque chose que je fais très souvent, c'est citer tout mon CV. Ça m'a fait exploser de rire. Avant, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça. Bref, ça, c'est moi, quoi. Et pareil que Camille, j'étais en sport-études. Après, il y a eu tout l'avènement de l'e-sport, donc des jeux vidéo en compétition. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais peur de l'échec, en rétrospective quand je me regardais. Parce que quand je rentrais en compétition, j'avais un trac fou de la peur de perdre. Ça me bloquait souvent, alors que quand on était à l'entraînement, je pouvais être sparring même du champion du monde à l'époque d'un jeu vidéo, enfin voilà, et j'arrivais à faire match égal, quoi. Donc c'était ça. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, vraiment, il y a une grosse peur de l'échec que j'avais pas noté. Merci à tous pour vos retours extrêmement complets sur cette question. Une première thématique qu'on va explorer ensemble, c'est effectivement le rôle de l'efficacité et de la réussite, qui est centrale dans le type 3. On entend que c'est très présent chez vous. Pourquoi, selon vous, c'est important, cette notion de compétence et d'efficacité ? Ce souci d'efficacité est en fait permanent dans toutes mes sphères, qu'elles soient professionnelles, comme personnelles, comme familiales. Et au niveau de ma famille, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui a fait beaucoup sourire autour de moi. Il se trouve que je suis mariée en famille recomposée, donc avec une petite tribu d'enfants quand même, des enfants qui sont les miens et d'autres qui sont ceux de mon mari. Donc on a pas mal d'enfants à la maison. Et pour le cadeau de Noël, assez rapidement, je me suis dit que c'était une tannée que d'avoir à réfléchir à autant de cadeaux de Noël pour chacun d'entre eux. Et donc, depuis des années maintenant, à tous les Noëls, les enfants savent qu'ils ont tous un cadeau identique, qui est un cadeau que j'ai identifié. Alors, j'ai pris le temps de le choisir, bien évidemment, mais c'est pour tous le même, de façon à ce que ça soit efficace, en fait. J'ai pris un peu de temps à le choisir, mais ensuite, c'est le même pour tout le monde, comme ça, c'est plus rapide et efficace. Voilà. Alors, il y a efficacité, mais il y a l'atteinte des objectifs. C'est terrible, en toute humilité. Je pense, en tout cas, j'essaie d'être un garçon relativement humble. C'est souvent comme ça qu'on me caractérise. Mais j'ai le sentiment de pas avoir trop raté les objectifs que je m'étais fixés.
que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan familial. Dans les petites anecdotes, j'ai souvenir en 2008 où j'ai vraiment lâché mon poste de salarié, que j'ai rejoint une petite boîte de conseil où l'ambition c'était d'être 50 consultants à horizon 3 ans. Je racontais ça à des copains autour d'un terrain de foot et ils m'ont dit mais t'es complètement fou. J'ai dit mais comment ça je suis complètement fou? Et effectivement, on a atteint les 50 consultants dans les 300 qui sont passés. Dans ma vie familiale aussi, j'avais toujours l'ambition, le projet, l'objectif d'avoir 3 enfants. Voilà, j'ai l'impression que tout est facile. Et juste pour terminer dans le sport aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal de sportifs là dans le panel. L'année dernière, je m'étais fixé en début d'année de passer 15-2. Alors je partais très loin au tennis et ben j'ai atteint mon objectif. Comme si c'était quelque chose finalement d'assez simple et naturel, avec tous les dégâts et les débris qu'on peut causer autour de soi. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que ça fatigue aussi l'externe, de vivre à côté d'un 3. J'aurais envie de rebondir sur ce que dit Nicolas parce que effectivement, ça peut causer des dégâts sur l'extérieur, notre façon d'être et de vivre, mais aussi beaucoup de dégâts intérieurs sur soi-même. Parce que pour ma part, l'échec, c'était tellement quelque chose de difficile à vivre que je pouvais même pas concevoir ne pas aller au bout d'une action ou ne pas atteindre mon objectif. En 2019, on m'avait proposé par exemple un travail en collaboration éditoriale pour la bibliothèque de la Pléiade. Donc c'était vraiment une collection de prestige qui demande une expérience énorme. Je comprenais même pas d'ailleurs pourquoi on me l'avait proposé, parce que j'étais peut-être la plus jeune de l'histoire de la littérature à faire ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, si on m'a confié ça, je peux pas ne pas le faire. Et donc, je suis partie, je me suis explosée en plein vol. J'ai atteint mon objectif puisque j'ai été publiée. Mais par contre, j'ai fait un énorme burn-out et j'ai pas pu mettre un stop avant, en fait. Je suis allée droit dans le mur parce que c'était pas possible pour moi de lâcher l'équipe. Pour moi, c'était un échec qui allait atteindre tous mes fondements et me détruire de l'intérieur. Et finalement, je me suis réellement détruite pour ne pas avoir d'échec. Ouais, on entend que l'échec est pas vraiment une option là. Ah non, clairement. 3, hein, je vois les visages. Non, non, non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe du coup Camille t'en a un peu parlé, mais si vous avez l'impression de ne pas réussir, ce qui pose un peu la question de la définition d'ailleurs de ce qu'est la réussite pour vous. Hein. Chez moi, c'est vraiment une fuite en avant. En fait, le fait d'être efficace et de bourriner, ça me permet de pas ressentir l'angoisse. Et là-dessus, j'ai un exemple très concret. Là, je suis enceinte, certains l'ont vu comme on se voit en vidéo. Et ça a pris 7 mois, ce qui est la moyenne. Et en fait, moi, ça a été tragique. Voilà. Parce que moi, je voulais être enceinte, donc il fallait que je sois enceinte. Et en fait, je ne dormais plus. Donc pendant 3 mois, j'ai vécu des angoisses toutes les nuits, etc. J'ai fini par faire des tests pour vérifier que tout allait bien, parce que de toute façon, j'en dormais plus, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai eu les tests, tout allait bien, et 15 jours après, j'étais enceinte. Donc, rapport en fait à l'efficacité, qui est vraiment quelque chose de... il faut toujours, pour moi, être dans l'action, et c'est ça, en fait, qui m'évite d'être angoissée. C'est vrai, être dans l'action, en fait, pour oublier que je maîtrisais pas, et que potentiellement, ça marcherait pas, et que je pouvais rien. Ok, donc ce qui se passe quand vous avez l'impression de ne pas réussir, c'est beaucoup d'action, si j'entends bien. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Mm-hmm. La question, c'était comment on vit l'échec. Qu'est-ce qui se passe effectivement pour vous quand vous avez l'impression de ne pas réussir, ce qui pose forcément la définition de ce que c'est la réussite pour chacun de vous. Hein. D'accord. Pour ma part, c'est vraiment l'impression de n'être rien, de n'avoir aucune valeur. J'ai vraiment ce sentiment d'être vraiment nul, qu'on va pas m'aimer si jamais je peux pas prouver que je suis capable de faire ce qu'on m'a demandé en fait. Mais ça va si loin que en réalité ça n'est même pas envisageable. C'est ça. Donc si on sent à un moment donné que ces objectifs nous échappent, qu'on y arrive plus difficilement qu'on le souhaiterait, en tout cas chez moi la réaction c'est que je vais redoubler d'efforts, je vais redoubler d'énergie pour aller au bout de cet objectif, et parce que là il n'y a pas d'autre solution que d'atteindre l'objectif. Et après, on tombe en dépression. Enfin, moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que quand on n'est plus en capacité, justement, d'atteindre cet objectif qui était fixé parce qu'on n'a plus la main. Moi, ça m'est arrivé en 2017, puisque, voilà, notre société a traversé une petite crise et que j'avais plus la prise, justement, je suis tombé complètement en dépression. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tristesse profonde, en tout cas, et en grand mal-être. Moi, j'ai jamais été jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai jamais été en dépression ou même burn-out, mais j'ai quand même flirté souvent avec ce sentiment. Et vraiment, c'est un sentiment d'avoir aucune valeur. Et ça, c'est très difficile d'en sortir. C'est-à-dire, la petite voix en moi, s'il y a un truc que je réussis pas, etc., c'est, t'as aucune valeur. Et je me persuade assez rapidement que je le pense, mais que les autres le pensent aussi, quoi.
Justement, effectivement, on entend l'effet sur la valeur que vous vous attribuez à vous-même. Comment est-ce que la reconnaissance de vos réussites, on va parler de réussite, par les autres, influence la perception que vous avez de vous-même? Je dirais qu'elle est importante, la reconnaissance. Elle est même très importante. Je vais reprendre mon exemple tout à l'heure de mon sport, par exemple. C'est vrai que mon objectif, c'est de franchir la ligne d'arrivée et de la franchir le mieux possible, par exemple, quand je pars courir. Et ce que j'ai réalisé assez rapidement, c'est que je ne passais jamais la ligne d'arrivée en silence. Je la passais toujours avec mon téléphone qui me montrait bien en train de passer la ligne d'arrivée, et je me filmais bien en train de passer cette ligne d'arrivée parce que il était important que l'on sache que j'avais passé la ligne d'arrivée, parce que je réclamais quelque part une reconnaissance, évidemment, pour l'objectif atteint. Moi, j'ai eu le sentiment, quand j'étais plus jeune, que ma famille ou mes amis avaient beaucoup plus d'intérêt pour moi quand je réalisais quelque chose. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au sport, à me développer, par exemple à avoir un physique un peu plus sportif, etc., là, j'ai senti des regards différents sur moi. Et je sais pas ce qui s'est joué en moi, mais en tout cas, le rapport à l'image, c'est quelque chose qui est très important. Et avec les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, ça a comme accentué ce besoin d'être vu et reconnu. Et du coup, on tombe un peu dans un piège, par exemple, un peu comme disait Sandrine, quand elle a besoin de se filmer à l'arrivée. Pour ma part, c'est un peu la même chose. J'ai fait par exemple des missions humanitaires, et j'aurais pu le faire juste pour moi, ne pas le partager. Et en fait, je pouvais pas faire autrement que de montrer ce que j'avais réalisé, montrer ce que j'avais fait, pour toujours donner cette image aux autres de la fille qui se réalise, qui est indépendante, qui fait un petit peu tout toute seule, qui est généreuse. Et en fait, je me suis posé un jour la question, je me suis dit, pourquoi t'as besoin de le partager? Est-ce que tu peux pas te suffire à toi-même? Et en faisant l'énéagramme, en fait, que je me suis rendu compte que oui, ça c'était une constante chez moi, et que j'avais jamais mis de lumière sur cette zone-là. Donc ouais. Merci beaucoup pour vos témoignages. Quelques petits éclairages pour nos auditeurs, nos auditrices, pour ancrer quelques points qui ont été parfaitement illustrés dans tout ce que vous nous partagez là. D'abord, le fait, là vous le voyez bien, qu'il y a une thématique fondamentale en 3 sur la poursuite de la réussite et l'évitement de l'échec. Parce que, en fait, à la racine de cette structure de personnalité, il y a, de manière consciente ou inconsciente, il y a bien souvent une expérience d'avoir été valorisé plutôt pour ce que je fais que pour ce que je suis. Vous nous l'avez aussi parfaitement bien dit, au-delà de réussir, il s'agit qu'on me voit réussir, parce que sinon ça perd de son intérêt. Tout ça, ça mène au fait que l'échec, il est vécu de manière très douloureuse, parce que il vient piquer le niveau identitaire directement. C'est-à-dire que l'idée que ce que je fais dans cette situation était un échec, en fait, c'est interprété par la personnalité comme ce que je suis est un échec. Sandrine, tu nous partageais que ça, c'est tellement ancré, c'est tellement profond, que ça peut même être inconscient. En fait, ce qui est présent à la conscience de beaucoup de 3, c'est que l'échec, c'est pas une option. C'est-à-dire, à aucun moment dans mes plans A, B, C, j'ai prévu pour l'échec, parce que ça ne va juste pas arriver. Pourquoi? Parce que dessous, qu'est-ce qui est vécu au niveau émotionnel? Camille, Marie-Hébline, vous nous le disiez de manière très éloquente, c'est l'impression d'être nul, l'impression qu'on va pas nous aimer, l'impression de n'avoir aucune valeur. Et donc, bien évidemment que on retrouve en 3 ce moteur nucléaire qui est engagé au service de l'action, à tel point d'ailleurs que quand on s'intéresse à ces questions de centre d'intelligence, on peut parfois trouver plus intuitif de ranger le type 3 en centre corps, parce qu'on est à fond dans l'action, on est à fond dans le mouvement. Et la clé, c'est vraiment de voir, et vous nous l'avez bien dit, à quel point tout ça se joue au service de questions identitaires, de questions relationnelles, de questions de reconnaissance, ce qui nous ramène bien en plein dans le centre cœur. On va avoir l'occasion de préciser ça un petit peu plus tard. Souvent, en 3, il y a un amour de la rapidité, de la fluidité, du fait que ça pulse. Là-dessus, vous avez eu des mots colorés. Charlène, tu disais, je suis une bourrine quand je me suis fixé quelque chose, je vais à fond. Marie-Emeline, tu nous disais bulldozer. Bon, chacun son champ lexical intérieur. Mais il faut que ça pulse. Et d'ailleurs, il peut parfois y avoir de l'impatience vis-à-vis des personnes qui sont lentes, des personnes qui sont indécises. J'ai envie que ça avance, quoi. On a aussi en 3 des personnes qui sont hautement compétentes. Nicolas, tu nous disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que tout est facile. Bah oui, quand on est très performant, beaucoup de choses ont l'air faciles, alors même que tu nous l'expliquais super bien avec ton exemple de cabinet à monter, pour des personnes autour de toi, ça semblait insurmontable. Et pourtant, il y a juste une compétence dans ce moteur d'action qui rend atteignable des choses qui le sont pas pour le commun des mortels, ou du moins pour les gens qui ne sont pas en 3. Donc vraiment, la compétence, elle est centrale. Il y a aussi une intuition qui est très forte en 3 pour trouver l'itinéraire le plus court,
pour aller de A à B, voire même pour trouver des chemins de traverse là où d'autres personnes pourraient voir des barrières infranchissables. Au point même que il peut y avoir une certaine aisance en 3 avec le fait de tricher, s'arranger un petit peu avec les règles ou s'arranger un peu avec la vérité peut permettre d'aller plus vite. Pas parce qu'il y a de la malhonnêteté, non, parce que le résultat va toujours primer sur le chemin emprunté pour y aller. Le but, c'est de franchir cette ligne d'arrivée pour pouvoir prendre le selfie. La manière dont j'y arrive, c'est secondaire. Je m'arrête là, je te rends la parole, Anne-Claire, pour parler de dynamique relation. Merci Louis. On parle en 3, encore une autre capacité du profil 3, très compétent, de votre capacité à modeler votre image et à modeler un peu la perception qu'on a de vous. Déjà, pour ceux à qui ça parle, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important? Comment vous vous y prenez? Et j'irais même presque un peu au-delà. Comment vous décidez quelle version de vous-même présenter selon le contexte? Moi, je peux en dire un mot. J'ai eu à un moment donné dans ma vie des cercles très différents. Et dans ces cercles différents, il y avait une facette de moi totalement différente. Je pouvais faire de l'associatif, du politique. Je travaillais aussi en privé. Et en fonction de mon environnement, je m'adaptais à l'environnement. Je parlais de façon différente, je m'habillais différemment. Et vraiment, je sentais que les gens réagissaient différemment vis-à-vis de ça. Lorsque j'ai, pour la première fois, rassemblé tous mes cercles justement à un anniversaire et que j'avais vu la différence que c'était, je me suis dit, oulala, en fait, qui je suis, quoi. Voilà. Moi aussi, j'ai une capacité caméléon et j'aime bien entretenir différents cercles, toujours. Et c'est vrai que je pense que ça passe déjà par une grande phase d'observation et j'ai tendance à faire mien beaucoup de choses du groupe dans lequel je suis. Et voilà, et je m'adapte. Et je pense que, in fine, ce que je veux, c'est être la plus intégrée possible et la plus appréciée en faisant ça, si je suis au clair avec moi-même là-dessus. Il y a encore pour moi derrière ce côté caméléon que je suis capable aussi d'entretenir, alors moins parce que ça, on parlera peut-être des chemins de développement derrière. Pour gagner un deal, je suis prêt à faire effectivement beaucoup de choses, parler un peu de tricherie, même si le mot est fort tout à l'heure, Louis, ou en tout cas de contourner les règles pour atteindre son objectif, d'aller séduire des personnes avec qui je partage aucune valeur, et ça me pose aucun problème dès lors que ça va servir mon intérêt et me permettre d'atteindre mon objectif. Après, ça va se traduire de façon beaucoup plus anecdotique par le fait que il ne m'est jamais arrivé d'aller soit à un dîner dans ma sphère privée, soit à mon travail dans ma sphère professionnelle, sans être apprêtée et sans être présentable à mes yeux. Je pense que personne ne m'a jamais vu tel que je suis réellement au naturel, vraiment. Je veux bien partager là-dessus. Moi, j'ai vécu beaucoup de situations de caméléon social. Mais je me sens hyper chanceuse parce que c'est plus quelque chose forcément que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment d'avoir plusieurs personnages quand je vais voir les gens. J'arrive à être Charlène quasiment du matin où je me lève jusqu'au soir où je me couche. J'avoue que j'en tire une certaine fierté, même si c'est dur, et que parfois je vois que je me coupe d'opportunités et je me dis, ok, là je vois très bien ce que je devrais faire en fait pour plaire à cette personne, éventuellement décrocher ce contrat, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça résonne vraiment? Non. Et c'est encore dur parce que c'est encore une lutte consciente que je fais. Mais ça commence à bien porter ses fruits. Oui, parce que pour rebondir sur ce que dit Charlène, c'est un sentiment très très désagréable en réalité, d'être tout le temps à s'adapter. C'est quelque chose de pas forcément très agréable, de lutter contre ce qu'on est réellement et ce qu'on voudrait être réellement et toujours. Ouais, on entend que ce super pouvoir du caméléon est aussi à un prix, quoi. Le prix d'un éloignement de soi, de son authenticité. Et merci, on va vous remercier pas mal de fois pendant ce panel, mais merci de la sincérité de vos témoignages, parce qu'on est en train de parler quand même d'un sujet qui est pas simple, quoi. Et là, vous vous montrez tel que vous êtes, donc un grand merci pour ça. On a entendu combien votre attention est orientée sur le ressenti et les perceptions des autres. C'est-à-dire que le caméléon, il change pas de couleur sans se demander sur quelle couleur il est posé, quoi. Marie-Émile, tu disais, j'observe beaucoup autour de moi avant de choisir finalement quel visage je vais présenter. Donc, c'est un sujet, ça, qui est fondamentalement relationnel, cette capacité à être orienté comme ça sur les autres. Pour autant, quand vous êtes en plein sprint, parfois, on peut avoir un peu l'impression que les relations et les émotions passent au second plan, que ça passe un peu par la fenêtre, quoi. Et qu'il n'y a plus que l'efficacité qui compte. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces moments-là? Moi, je veux bien rebondir là-dessus parce que ça résonne très fort. Donc moi, avant d'être coach professionnel, je suis avocat d'affaires. Et je me souviens d'une situation qui illustre bien ça. Moi, ma vie, c'était de closer des deals.
Et quand on était en période de closing, pour le coup, là, l'objectif était très clair. Il fallait closer. Je ne supporte toujours pas d'ailleurs, mais je supportais encore moins à l'époque, de péter une deadline. Vraiment, ça, c'était inenvisageable pour moi. Ne dépasser une deadline, pas possible. Donc, une fois que j'étais dans ce mode-là, et notamment les dernières 48 heures, là, pour le coup, il y avait que l'objectif. Et il se trouve qu'à un moment de ma carrière, forcément, je devais emmener des juniors avec moi. Et tout le monde ne supporte pas la pression de la même manière. Et je me suis retrouvée face à un junior un jour qui craque littéralement. Et c'est vrai que la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'était de l'écarter de mon chemin. C'est-à-dire, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai juste dit d'aller prendre l'air. Et j'ai pas pensé une seconde à me soucier de ce qui se passait pour lui. Je voulais juste l'écarter, voir quelles étaient mes autres ressources au service de l'objectif et continuer d'avancer. Et d'ailleurs, toujours dans cette optique de on ne fait pas attendre un client, etc. Et c'est après coup que je me suis rendu compte de la violence de ce que j'avais fait, sachant que une de mes forces par ailleurs, c'était de me mettre en lien avec tout le monde au sein du cabinet quand même. C'est comme ça que j'arrivais à former les bonnes équipes, etc. Enfin, j'aimais passer du temps au cabinet parce que je m'étais liée aux autres. Mais c'est vrai que dans ce truc particulier, il y a un closing, en plus le client est en bas, il attend, j'étais complètement focus là-dessus et incapable d'aller écouter ce qui se passait chez l'autre. Ouais. Je pense que ça se concrétise entre autres par le fait d'avoir des grosses difficultés à déléguer en fait. Quand on a comme ça, on croise sur notre chemin, en tout cas professionnel, des personnes qui ne vont pas aussi vite que nous ou qui n'ont pas en tout cas la même idée de l'objectif et du résultat à atteindre. Je consacre très très peu de temps à essayer d'emmener la personne vers cet objectif et ce résultat. Et je me vois bien faire assez rapidement. Je l'écarte. Alors je l'écarte pas physiquement, mais en tout cas je me charge moi-même de ce qu'il y a à faire plutôt que d'attendre que cette personne-là comprenne les enjeux et le pourquoi du résultat. Voilà. Moi, en fait, j'ai été quelqu'un qui était très difficile à manager parce que quand ça allait pas assez vite pour moi, j'allais tout de suite au conflit. Et en fait, je sais que j'ai une bonne capacité, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai une bonne capacité à aller au conflit. Et je sais que quand je vais au conflit, en général, les personnes en face sont mal à l'aise. Donc, en fait, je peux souvent avoir ce que je veux quand je vais au conflit. Donc, tout début de ma vie professionnelle, quand j'étais commerciale puis directrice commerciale, c'était ma manière d'agir, c'est que je faisais péter un peu un plomb aux autres. Et donc, comme ça, en fait, je pouvais atteindre mes objectifs, etc. Et ça marchait plutôt bien en termes de j'atteins mes objectifs, mais en termes relationnels, c'était une catastrophe absolue. Mais en revanche, moi, ce qui me perturbait dans la réponse à cette question, c'est que je ressentais quand même les émotions des autres. Il n'y a aucun moment où je les voyais pas. C'est que je les voyais, mais je me disais, c'est important pour moi ou c'est pas important. Depuis 5 ans, du coup, je travaille beaucoup sur notamment la gestion des émotions. Et ouais, non, je suis quand même très, très souvent au contact des émotions des autres. Très, très, très souvent. En fait, je les vois. Je peux pas ne pas les voir. En tout cas, je peux les intégrer un peu mentalement, je peux les voir. Ça, c'est un peu cognitif. En revanche, ne pas me laisser, moi, atteindre émotionnellement, de sorte à tracer la route, avancer, closer mon deal, garder mon rythme, quoi. Ou alors, c'est les transformer en un nouvel objectif. Je pense sincèrement qu'on est extrêmement connecté aux émotions de tous. On les voit bien, on les sent bien. En revanche, lorsque j'ai une émotion dont je ne peux pas prendre compte parce que j'ai des choses, je me fixe donc un objectif qui est celui de transformer la personne ou de faire en sorte que la personne puisse suivre mon objectif. Donc c'est vrai que c'est pas un accueil de l'émotion à proprement parler, c'est je prends l'émotion et je la transforme en objectif pour renverser cette émotion-là et faire en sorte que ça soit autre chose. Voilà. J'aimerais bien rebondir sur ce que vous disiez là. Dans le cercle familial, derrière tout ça, il y a quand même en sous-jacent, il y a l'amour. Et moi, pour exprimer à mes enfants quelque part tout l'amour que je leur porte et cet amour inconditionnel, moi j'ai toujours le besoin de prouver, c'est assez paradoxal, de réaliser des choses pour eux. Alors ça passe par tout un tas de sujets pour justement, et en attente derrière, on me le dit souvent, mais papa, t'as pas besoin de nous le dire que t'as fait ça. Donc maintenant, je prends, j'ai intégré cet élément-là, finalement, ce besoin de reconnaissance, y compris de la part de mes enfants, dans ce que je réalise pour eux, en ayant, des belles vacances, un beau salaire, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intégré, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Et une bonne manière, quelque part, de libérer l'émotion et en tout cas leur manifester l'amour, c'est d'utiliser l'écrit. Donc j'aime bien leur écrire de temps en temps. C'est peut-être plus simple pour moi que dans une tribu aussi de 3-4, de leur manifester cet amour que j'arrive pas finalement à leur dire ou à leur exprimer différemment.
Effectivement, pour l'entourage, ça peut être déroutant, mais c'est en ça que c'est essentiel que vous exploriez ces différentes questions avec, en plus, la grande sincérité dont vous faites preuve, pour qu'on puisse comprendre, en fait, ce qui se passe intérieurement. Et non, le 3 n'est pas un profil sans cœur, très clairement. Après, il y a quelques voies de contournement à certains moments, histoire de pouvoir continuer à avancer, mais on reste toujours relié au cœur. Marie-Helmine, dans ton exemple, c'était hyper apparent. Tu vois, à la fois le génie relationnel pour tisser du lien et à un autre moment fermeture totale. Et même quand on est à fond dans l'action, à un certain niveau, c'est encore au service du relationnel parce que c'est au service de l'objectif qui est au service de la reconnaissance et du lien. Et donc, c'est vraiment important de se rappeler, même les stratégies qui paraissent sans cœur de loin, nous parlent que du cœur, en fait, en 3. Je garde la parole un instant pour faire une petite synthèse sur ce qu'on s'est raconté là, sur ces thématiques de dynamique relationnelle. D'abord, on a parlé d'un enjeu de maîtrise de l'image que vous avez super bien illustré. On l'a dit tout à l'heure, il y a une perception intuitive qui est extraordinaire en 3 de comment vous êtes perçu et de la stratégie adaptative qui va être efficace. Nicolas, tu nous parlais de la capacité à séduire dans les moments où ça sert ton intérêt, où tu as besoin d'avancer. Sandrine, tu nous parlais du fait d'être toujours apprêté. C'est vrai qu'on entend souvent parler de questions d'apparence en 3, parce que l'apparence, elle est utilisée comme un outil. La manière dont je suis perçu, je vais la modeler pour que ça me permette d'avancer plus vite, en fait. Et c'est une partie du génie relationnel qui est en 3. Et vous avez été plusieurs à parler de ce mot de caméléon, du fait d'avoir plusieurs personnages que vous jouez selon qui vous avez en face de vous. Et en fait, ça nous ramène à cette prépondérance de l'autre pour savoir qui je suis et ce que je vaux. Donc encore une fois, on est bien en centre-cœur. C'est un jeu d'apparence, c'est un jeu de perception et ensuite de renvoi de l'image qui est la plus appropriée. Et on l'a dit tout à l'heure, quand on parle de réussite ou d'échec, au fond, on est en train de parler de réussite de la relation et d'échec de la relation. Nicolas, tu nous le disais de manière très belle dans ton rôle de père, le fait de faire, fondamentalement, c'est un langage de l'amour en fait. Le fait de vous mettre en action, c'est pour tisser du lien. Et j'espère vraiment que nos auditeurs, nos auditrices vont prendre le temps de connecter à ça parce que c'est là la clé, je pense, pour comprendre ce que le 3 fait en centre-cœur, en fait. On parlait à l'instant de cette image du caméléon et ça nous amène, en fait, à une certaine tension avec l'authenticité. Parce qu'à force d'avoir cette capacité à jouer avec des masques, avec des costumes, il y a des 3 qui peuvent avoir de la peine à dire « mais moi, en fait, où est-ce que je suis dans tout ça ?» Et pour cause, parce que, pour prendre un autre prisme, presque socialement, le rôle que les 3 jouent, c'est d'être le miroir des idéaux, des rêves, de ce qu'il y a de mieux, en fait, dans un contexte social donné. Qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui est désirable? Et vous avez ces capacités et ces fonctionnements internes qui vous mènent à incarner ça, à exceller dans l'expression de ces qualités qui sont désirables. Ça amène à une notion importante en 3 et que je voudrais prendre le temps de définir. On parle parfois de la notion de mensonge en 3. C'est important de bien la définir parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire que les 3 sont des menteurs. C'est pas du tout ça la question. Le sujet, c'est que, à force d'être en lien avec ce que les autres voudraient que j'incarne pour m'aimer, je peux finir par perdre contact avec ma vérité, en fait. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est authentique? L'expression authentique de moi, ça ressemble à quoi? En 3, il y a une identification avec l'objectif, avec ce que j'essaye de renvoyer qui est tellement forte que ça demande du travail d'aller reprendre contact avec soi. Et là-dessus, Charlène et Sandrine, vous nous le disiez toutes les deux, cette adaptation, certes, elle est hyper performante chez vous, mais elle est aussi inconfortable parce que ça coûte de sentir au fil du temps cette perte de contact avec soi. Et enfin, dernier point relationnel qu'on voulait mettre en lumière avec Anne-Claire ici, c'est cette idée que sous tension, les émotions des autres notamment, mais les émotions et les relations peuvent avoir tendance à passer par la fenêtre. Effectivement, lorsque je suis en sprint, lorsque je suis sous tension, en stress, les émotions des autres sont des obstacles sur ma route. J'espère là encore que nos auditeurs auditrices ont bien entendu. Les émotions, elles sont perçues, elles sont même parfois perçues avec beaucoup d'acuité. Simplement, encore une fois, il y a cette capacité à les mettre de côté lorsqu'elles s'opposent en fait au fait d'avancer. Dernier point aussi sur ce côté-là, c'est qu'il y a une indépendance, une autonomie en 3 qui peut parfois s'exprimer à outrance. C'est-à-dire que, Sandrine, tu nous le disais très bien, parfois déléguer, en fait, ça va être moins efficace. Et du coup, le fait d'aller tisser du relationnel, de faire ensemble, l'inclusion vont en fait passer en second rang. Il y a une telle capacité d'autonomie en 3 qu'il y a parfois une incompréhension vis-à-vis des autres qui ne l'ont pas, en fait, cette capacité à se coacher eux-mêmes et à avancer. D'où parfois un niveau d'indépendance qui peut fermer la porte à la relation.
On a donné une large place là à l'autre, à l'importance de l'autre en base 3. On va explorer une dernière thématique un peu plus intérieure sur l'écoute de soi. On a largement parlé de la relation que vous avez avec les émotions des autres, le fait qu'elles peuvent être considérées comme un frein à un moment donné. Là, la question, c'est, et vous, vos propres ressentis, qu'ils soient émotionnels ou physiques d'ailleurs, à quel point vous les écoutez? Moi, ça a été une vraie bataille. Le terme bulldozer, le terme utilisé... Moi, j'utilisais le terme machine, une vraie machine de guerre. Et donc, j'étais vraiment coupé de mes émotions. Je pouvais abattre des tâches, mais phénoménales au travail. Et du coup, j'avais une capacité à me couper de mes émotions assez forte, alors que je les ressentais. L'anxiété, la tristesse, je pouvais la mettre de côté. Jusqu'au moment du fameux burn-out, où j'ai eu un accident, une expérience de mort imminente quand même, et je connaissais pas ce terme-là. Et ça m'a donné une vraie crise de sens. Et dans tout ce qui est dit juste avant sur la capacité du caméléon, je le faisais de manière inconsciente en fait. C'était même pas voulu. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis vraiment posé des questions là, il y a quelques années, mais qui je suis en fait? Qui je suis? Et là, il y a eu le revers de la médaille, c'est que tout ce qui était enfoui et a rejailli pendant des mois et des mois et des mois pendant le burn-out, la tristesse, la colère, enfin ce sentiment de dépression latent qui a duré assez longtemps pour moi. Et aujourd'hui, j'ai une capacité bien plus fine, connectée à mon corps et aussi à comprendre les autres aussi, sur mes propres émotions et les émotions de l'autre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espace pour ça, après cette prise de conscience-là. Voilà. Ouais, on entend jusqu'où ça peut vous conduire, loin. Généralement, en 3, souvent dans les témoignages, c'est ça m'a emmené loin. Est-ce que pour d'autres, Marie-Emeline, tu disais tout à l'heure, non, dépression, burn-out, non, mais enfin, j'ai été border un paquet de fois. Évidemment, je me reconnais totalement dans le témoignage de David et je suis pas allée complètement dans le mur, mais quand même très fortement. Et moi, j'ai vraiment eu ce moment où je me suis demandé qui j'étais. Et moi, c'était la succession de plein de choses, mais notamment l'arrivée de mon 3e enfant. Après, enfin, je me suis arrêtée le plus tard possible, comme d'habitude, accouchement plus tôt, pas comme je l'avais pensé, etc. Et de retour de la maternité, je me suis retrouvée toute seule avec ce bébé une fois que tout le monde était retourné à l'école, au travail, etc. Et je me suis vraiment dit, mais qui es-tu? Parce que j'avais coché évidemment toutes les cases qui étaient prévues. Tout. J'avais 35 ans, j'étais exactement là où c'était prévu. Et en fait, je me suis vraiment dit, t'es la mère de 3 enfants, mais tu sais pas vraiment qui tu es à force de cocher toutes ces cases. Professionnelle, case de mère parfaite aussi, un gros truc là-dessus. Case de quelqu'un qui vient d'une certaine classe, qui allait dans une autre classe par mariage. Donc j'avais beaucoup de trucs auxquels je me conformais très bien. Et j'ai eu un espèce de sursaut parce que je suis arrivée dans un sale état à cet accouchement et que post-accouchement, ça allait pas très bien. Où je me suis dit, oh là, c'est le moment de se demander, même avant qui tu es, c'était qu'est-ce que tu veux? Parce que je le savais même pas. Je m'étais jamais posé cette question. Et c'est ce qui m'a emmenée chez Anne-Claire d'ailleurs. La première fois. Voilà. Un peu comme disaient Marie, Emeline et David, j'ai l'impression qu'il faut atteindre un stade de non-retour, de dépouillement total, de vide complet, pour arriver à toucher de près ce que l'on est. Et pour ma part, j'étais tellement soucieuse justement de cette image que je pouvais donner, j'étais tellement attentive aux projections que je pensais être des proches et de la société sur moi, que je me suis coupée de mes besoins, de qui je suis, ce que je veux. Donc quand j'étais en couple, eh bien, je cherchais même pas à savoir si j'étais heureuse dans mon couple. C'est que sur le papier, le couple était parfait, on venait d'acheter un appart. Dans mon travail, j'avais un salaire tous les mois et je voyais pas de quoi je pouvais me plaindre. Et il fallait presque que j'attende qu'il y ait quelque chose de catastrophique qui m'arrive pour me donner une excuse ou un prétexte pour enfin me connecter à moi-même. Donc il a fallu que j'attende le décès de mon père, il a fallu que j'attende un burn-out, une rupture amoureuse extrêmement traumatique pour que enfin je me dise « Ouais là ma fille, tu peux enfin t'autoriser, te poser la question, mais en fait qui es-tu et qu'est-ce que tu veux ?» Et je sais pas si j'aurais pu être là où je suis aujourd'hui si j'étais pas passée en fait par ces étapes d'explosion en plein vol, que ce soit dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Ça résonne parfaitement avec mon histoire personnelle récente, puisque moi, en l'espace d'1 an, alors j'aime bien l'expression, j'avais couché toutes les cases, 48 ans, j'avais plutôt bien réussi professionnellement, vendu une boîte en 2020, recréé une autre, marié, 3 enfants, et tout d'un coup, cataclysme, patatras, ma femme me quitte et je perds mon job.
Voilà. Donc aujourd'hui, je repars d'une page entre guillemets blanche. Ce qui m'a fait beaucoup de bien depuis 6 mois, c'est que du coup, je ne fais rien. Je me suis octroyé le fait d'écrire, sans prétention aucune, mais un peu le bilan de mes 48 ans et pourquoi j'en étais là aujourd'hui. Donc, j'écris entre guillemets ma biographie et ça me fait beaucoup de bien. Je prie, je retourne à l'église et dans la reconnexion à moi-même, finalement, ça a été salutaire. On va dire ces 2 échecs, même si voilà, j'ai toujours l'impression que ce sont 2 échecs. Mais plus le temps passe, plus je me dis que c'était finalement mon chemin de vie, quoi. En fait, on est tellement peu connecté à nos propres émotions qu'on ne voit même pas le moment venir où on est allé trop loin et où effectivement ça va s'imposer à nous, en fait. Ouais, ralentir et s'écouter, et plutôt, on entend que c'est un acquis, que c'est pas très inné chez le profil 3, qui est, comme il est en pleine course, il y a forcément de l'inertie, quoi, dans ma vitesse. Avant que j'arrive à décélérer, parfois, je suis peut-être allée un peu loin, quoi. Ça s'impose à nous et ça s'impose pas par nous. C'est un élément extérieur qui nous freine à un moment donné et qui nous contraint à écouter nos émotions. Je voudrais clôturer ce chapitre sur une note un peu plus positive, pour donner peut-être un peu d'espoir à nos auditeurs qui se reconnaîtraient en base 3. Comment ça rayonne autour de vous quand vous réalisez les aspirations qui sont chères à votre cœur? Parce que on entend tout un chemin de vie dans ce que vous nous avez exprimé. Il y a quand même un moment où des choses ont basculé positivement, de vrais apprentissages, des percées, des bloomings. Les gens qui vous sont chers, comment ça rayonne justement quand vous allez vers vos propres aspirations? Ça suit, on vous valorise pour ça? Pour moi, déjà, c'est d'avoir pu avoir un métier qui me plaît vraiment et pas juste un métier où je coche des cases. En fait, moi, dans ce métier, je m'épanouis beaucoup parce que comme j'ai une forte capacité, du coup, à comprendre les autres, à comprendre où ils en sont et à comprendre ce qu'ils ressentent à l'instant T, en fait, ce qui fait que je cerne assez vite, voilà, quels sont les besoins, les enjeux et l'état émotionnel du groupe. Et je m'adapte, en fait, du coup, de manière hyper facile. Les appréciations que j'ai sont bonnes, les retours sont hyper chouettes. Moi, je m'étais mise une pression énorme sur ce que l'entourage pourrait dire si un jour je décidais d'arrêter le métier que je fais, de ne pas être dans la continuité logique de ce pourquoi je me suis formée. Et en fait, contre toute attente, et si ça peut rassurer d'autres profils 3, quand j'ai pris la décision de ne plus rien faire, c'est-à-dire j'ai refusé le renouvellement de mon contrat, j'ai quitté mon conjoint, j'ai décidé de partir en woofing, donc j'étais pas payée, je suis partie dans une ferme travailler la terre. Dès lors que j'ai dit à ma famille, ben là je vais faire ça, ils ont tous dit mais génial, mais trop bien. Et en fait, c'est la seule personne qui se mettait la pression sur ce que les autres allaient penser de moi, c'était moi-même. Et au final, tout le monde valide le fait que je puisse ne pas m'identifier par rapport à ce que je fais. Et je crois aussi que je libère beaucoup les autres parce que je mettais une sorte de culpabilité sur les autres dans le fait que ils faisaient pas autant que moi ou ils faisaient pas aussi bien que moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me pose la question qu'est-ce que tu fais, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire je fais rien, je me laisse le temps d'être. Donc voilà, j'aimerais pouvoir rassurer les éventuels profils 3 qui écoutent. Merci Camille, c'est beau, merci. En fait, c'est assez surprenant, mais la reconnaissance, finalement, elle vient davantage lorsque l'on est nous-mêmes que lorsque l'on est ce que l'on pense que les autres attendent de nous que nous soyons. Alors ça, c'est une très belle conclusion à garder. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Je vais aller vite sur ces éclairages. Vous avez déjà dit l'essentiel. Pour reprendre les quelques points pour les ancrer pour nos auditeurs, auditrices, il y a effectivement cette propension à se couper de soi, se couper des signaux physiques, émotionnels, qui sont là en fait pour nous dire quand on a besoin de ralentir. Parce que voilà, on a parlé de ce clapet du cœur qui est capable de se fermer pour focaliser l'attention sur l'efficacité, l'objectif, à tel point que à terme, quand ces signaux de dépassement des limites ils sont ignorés, qu'ils le sont durablement, il y a ce risque de se cramer physiquement comme émotionnellement en allant jusqu'au burn-out. C'est pas juste le corps qui dit stop. On parle beaucoup des 3 qui se crament physiquement, mais là on entend dans ce que vous dites combien c'est intérieur aussi. Il y a cette crise de mais qui est-ce que je suis en fait à force de cocher des cases? Je suis qui à côté de ça? Et on entendait notamment Camille, Nicolas à quel point ça demande d'aller super loin pour que ça vous mette au pied du mur, parce qu'en fait, vous avez une résilience et une ténacité qui sont absolument hallucinantes et qui peuvent vous desservir, allant jusqu'à demander le deuil d'un parent, une séparation, pour en fait nous mettre face à ce « là, il faut ralentir ». Et surtout, et on voulait finir là-dessus, et merci pour vos témoignages, c'est que après le burn-out, après ce moment à prendre le mur de briques, il y a un recentrage
de l'attention sur mais qu'est-ce que moi en fait je valorise, c'est quoi mon identité, qu'est-ce que moi je ressens, c'est quoi moi mes aspirations. Il y a cette plongée identitaire qui révèle aux trois en fait les désirs de leur propre cœur. Et Charlène, par exemple, tu nous parlais de combien les compétences relationnelles, les compétences d'adaptation en trois derrière, en fait, elles peuvent être mises au service d'une manière consciente. Et là, ça rayonne, en fait. Camille, tu nous parlais du fait que le moment où tu te lâches la pression et où tu fais, en fait, tu commets le plus grand interdit de la structure de personnalité en trois, qui est je vais lâcher la réussite. Mais en fait, ton entourage t'applaudit et te dit, mais vas-y, on est ravis que tu fasses ça, en fait. Et que, accessoirement, ça lâche même de la pression sur l'entourage et ça ouvre le fait d'être célébré pour ce que je suis. Une fois que j'ai lâché, le fait d'être célébré pour ce que je fais. Et là, on découvre la meilleure nouvelle de la structure de personnalité en 3, c'est que votre super pouvoir d'action, votre orientation vers l'action créatrice, efficace, c'est pas un problème à corriger, en fait. Ça demande simplement à être remis au service des aspirations du cœur. Parce que une fois que ce rebranchement il est fait, en fait, le moteur surpuissant que vous avez entraîné, que vous avez affiné pendant des années, maintenant, il vous permet de réaliser des projets qui sont magnifiques, qui ont de l'impact, qui ont du rayonnement. Merci pour ces témoignages extrêmement complets, profonds, précieux. Nous allons poursuivre avec la question du chemin de développement et vous proposer des outils concrets de navigation, des premiers petits pas pour gagner en souplesse ou aider une personne en base 3. Première chose, il va s'agir d'activer l'observateur intérieur. On vous en a parlé à chaque épisode et on vous l'annonce, on vous en parlera à chaque épisode. L'énéagramme vise avant tout à nous permettre de prendre conscience des schémas et des automatismes qui nous ont protégés dans nos premières années et qui constituent notre réactivité. Face à des situations du quotidien, on a effectivement tendance à réagir automatiquement à partir des automatismes de notre base. En les mettant en lumière, l'énéagramme nous aide à les rendre conscients pour reprendre les rênes et nous donner le choix d'agir plus librement dans notre relation, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres, à ce que la vie nous présente d'une manière générale. Donc la pratique fondamentale proposée, c'est le fait de cultiver cet observateur intérieur. Donc voyez si vous êtes reconnu en base 3, si vous pouvez observer en action dans votre vie les schémas et les automatismes dont notre panel a largement témoigné. Dans un premier temps, l'idée c'est qu'il n'y a même pas besoin d'essayer de faire autrement. C'est simplement d'être curieux sur vos schémas, sur vos automatismes, sans jugement, comme un anthropologue, en sachant que le premier levier pour sortir d'un piège, c'est déjà d'avoir conscience que l'on est dans un piège. Pour vous aider à pratiquer cet observateur intérieur, on va vous proposer 3 leviers à expérimenter dans le quotidien pour à la fois vous observer et puis faire des premiers petits pas concrets pour avancer. Ça tombe bien, en 3, on aime avancer. En commençant par le fait de ralentir quand on vous demande comment vous allez. En fait, quand on demande à une personne en 3 comment ça va, il y a des automatismes musclés qui peuvent la mener en fait à s'entendre répondre que tout va bien, en souriant à pleines dents, mais sans vraiment avoir eu le temps de checker avec elle-même ce qu'il en est en réalité. C'est un moment privilégié pour s'entraîner à ralentir et puis s'autoriser à contacter le vécu authentique du moment. Concrètement, un premier petit pas pour mettre ça en action, quand des personnes de votre cercle proche, donc des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité, avec qui c'est OK pour vous d'être authentique, quand des personnes vous demandent comment vous allez, entraînez-vous à juste prendre une respiration avant de répondre et à vous poser authentiquement la question à vous-même. Après, vous restez libre de répondre de la manière qui va vous sembler appropriée selon la situation. Il n'est peut-être pas toujours sujet de déballer 100% de votre authenticité, mais comment vous-même vous ayez pu la contacter avant de répondre. Le deuxième levier, ce serait d'expérimenter la valeur de rester dans l'être plutôt que dans le faire. L'opportunité de croissance majeure pour les 3, c'est d'apprendre à valoriser ce qu'ils sont et non plus seulement ce qu'ils font. Lorsqu'ils font l'expérience d'interrompre un temps leur recherche d'action efficace à mener, ils découvrent qu'ils ont beaucoup à donner en étant simplement eux-mêmes et en étant présents. Le premier petit pas concret, lorsqu'une personne, un collègue, un ami, votre conjoint, vous évoque une situation qui lui pose question, qui lui pose problème, écoutez-la, simplement, et cherchez à comprendre ce qui se passe sans vous lancer dans le partage des solutions, des pistes d'action qui vous viennent évidemment très naturellement. Ce faisant, vous vous entraînez à le faire pour vous-même, à vous intéresser à ce qui se passe intérieurement plutôt que de vouloir le solder par la voie de l'action. Et la dernière piste qu'on va vous proposer, c'est le fait de bloquer du temps dans lequel vous allez avoir aucune obligation de productivité. On a largement parlé de l'engagement dans l'action des 3. Un des endroits où il se reflète souvent de manière très très visible, c'est dans des agendas qui sont pleins à craquer et souvent plusieurs semaines à l'avance.
La conséquence de ça, c'est que ça laisse assez peu de marge de manœuvre pour ralentir une fois qu'ils en ressentent le besoin, parce que l'agenda leur laisse pas le choix. Une pratique pour réguler cette tendance à l'excès, c'est du coup de bloquer du temps à l'avance, du temps qui sera consacré à rien de particulier, des temps dans lesquels il n'y a pas d'objectif de productivité. Un premier petit pas qu'on vous propose en ce sens, c'est d'ouvrir votre agenda, maintenant, et de repérer à partir de quand est-ce qu'il y a de l'espace libre. On a bien conscience que potentiellement, là, sur les jours, semaines à venir, vous avez peut-être pas la possibilité d'ajuster. Quand vous avez repéré à partir de quand vous avez à nouveau de la marge de manœuvre, bloquez des soirs de semaine, peut-être même des journées ou des week-ends entiers, sur lesquels vous ne programmerez rien. Sacralisez ce temps pour vous autoriser à ne pas être productif. Voilà pour les 3 leviers qu'on voulait vous proposer avec Anne-Claire. Maintenant, là encore, les meilleurs outils, ils vont encore provenir de l'expérience de vie des personnes qui se retrouvent en base 3. Donc, revenons à notre panel, et je m'adresse à vous 6. Ce que j'aimerais entendre là, c'est que vous nous partagiez chacune, une pratique qui vous a permis de gagner en conscience, de gagner en liberté par rapport à cette base 3 qui est la vôtre. Moi, la communication non violente, ça a été une révélation. Pour mettre un mot sur déjà mes sensations corporelles que je comprenais moyennement, voilà, c'était assez flou en fait ce que mes sensations, et 2 aussi mettre des mots en fait sur les émotions que je ressentais. Donc la communication non violente, ça a été une révolution pour moi. Je l'ai évoqué tout à l'heure, moi, ce qui m'a permis là de me reconnecter, on va dire, à moi-même, c'est l'écriture, les mots, poser des mots, poser des ressentis sur le papier. Et ça tombe bien, j'avais un peu de temps ces derniers mois, donc ça a été un vrai bénéfice et une vraie richesse pour moi. Je rebondis tout de suite sur ce que dit Nicolas. L'écriture, pour moi, ça a été très thérapeutique également. Et je dirais aussi la marche. Je suis allée sur le chemin de Compostelle. Et le fait de marcher, j'étais en mouvement tout en étant connectée à mes émotions et à mon corps. Et je pense que j'avais besoin de ce cheminement pour arriver à cheminer aussi vers moi-même. Alors, je vais rebondir parce que donc moi, il y a l'écriture, la marche aussi sur le chemin de Saint-Jacques et la méditation. Moi, maintenant, je médite régulièrement et ça m'aide énormément. Alors moi, pour ma part, ça a été de trouver le moyen de ralentir, d'essayer de me décharger de cette obligation que je me mettais chaque jour, de me lever très très tôt et de me coucher très très tard avec une liste de tâches incroyable et de m'autoriser à mettre mon réveil un peu plus tard et à me dire que peut-être je n'aurais pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire, mais que au moins j'aurais gagné un peu de sommeil et un peu de repos avec moi. Et pour terminer, comme moi je n'arrive pas encore tout à fait à décharger mon agenda de façon tout à fait optimale et à ralentir, je fais souvent des retraites de méditation, notamment au village des Pruniers. Ça a été un outil extrêmement puissant, de pleine conscience, qui m'a permis de toucher vraiment des émotions profondes et enfouies, quoi. Pour terminer, je voulais juste dire que aujourd'hui, je trouve que tout ce chemin-là, il m'a amené à vraiment faire briller mon authenticité, vraiment savoir qui je suis et être et moins faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à notre panel pour leur partage sincère et entier qui nous ont permis de visiter leur monde. Et plus largement, on voulait aussi remercier tous les 3 de nos vies, qu'ils soient nos collègues, nos familles, nos amis, nos compagnes, nos compagnons. Merci pour votre capacité à vous mettre en mouvement, à structurer l'action pour passer de l'idée à la réalisation concrète avec une efficacité redoutable. Merci pour votre capacité à garder le cap sur l'objectif et ne rien lâcher. De nous montrer également qu'incarner la réussite, quand bien même on n'y serait pas encore, c'est un moteur puissant de la réussite. Merci pour votre adaptabilité et votre souplesse qui sont très inspirantes pour ceux qui ont tendance à fonctionner en noir et blanc. Vous nous offrez une palette de couleurs extrêmement riche. Et enfin, merci pour la générosité de votre cœur. Votre action au service de l'autre est un véritable langage de l'amour. On espère que vous l'aurez bien compris à travers ces témoignages. Et enfin, pour ceux et celles qui ont des 3 dans leur vie, ne soyez pas dupes de leur quête de réussir à tout prix. Derrière, il y a un immense désir d'être en lien et un profond besoin d'être aimé pour ce qu'ils sont. Merci à vous, nos auditeurs, nos auditrices, de nous suivre dans cette aventure. Et on vous retrouve à l'épisode prochain pour rencontrer cette fois-ci notre panel de base 4. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir, merci. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et puis bien sûr d'en parler autour de vous. Et on est toujours heureux de vous entendre. Nos coordonnées sont dans le descriptif de l'épisode.
pour nous partager vos questions, vos témoignages ou pour faire appel à nous pour être accompagné, que ce soit en individuel ou au sein de votre organisation. Vous savez où nous trouver, on a hâte de vous lire et à très bientôt.